Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans cette édition de Vox Books. Vous êtes-vous déjà demandé comment commémore-t-on les morts actuellement en Afrique? Autrefois, y avait-il des possibilités de se servir du décès d'un individu pour démontrer sa volonté de puissance? En tout cas, c'est pour répondre à ces préoccupations que notre invité du jour a fait une incursion dans un village, Tomblebel, pour assister aux obsèques d'un monsieur nommé Mbida. Mais grande sera sa surprise de constater que les obsèques de très grande envergure seront organisées pour cet homme par son frère aîné, alors qu'au moment de sa chute, celui-ci a totalement refusé de contribuer le moindre radis pour faire soigner son frère d'urgence à l'hôpital. Bien drôle, n'est-ce pas? Nous évoquerons toute cette histoire avec notre auteur du jour dans la première partie de cette émission, et dans la deuxième partie de ce programme, il sera face à un critique littéraire qui lui également a parcouru l'ouvrage. C'est la nouvelle formule de Vox Books. Merci de votre fidélité et bienvenue une fois de plus. Vox Books, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre invité du jour, Clément Awono-Ambassa, auteur du livre Collation, un hommage à nos morts. Dans cette deuxième partie, je vous le disais, vous serez face à un critique littéraire. Et pour cette première, on a décidé d'être avec Massé Malon, lui aussi écrivain et auteur de plusieurs ouvrages et chroniques et qui maîtrise bien le genre théâtral sur lequel vous vous êtes appesanti. Massé Malon, bonsoir. Bonsoir, Romaric Stenga, et bonsoir à Clément Awono-Ambassa et ainsi qu'à vos fidèles téléspectateurs. Oui. Je suis très heureux d'être là. J'espère que je serai à la hauteur de cet échange. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau quand on sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche et que vous avez parcouru entièrement cet ouvrage, La Collation, un hommage à nos morts. Et vous aurez exactement 10 minutes avec Clément Awono-Ambassa pour essayer de déceler quelques manquements que vous avez pu constater. Oui, en effet, je voudrais d'entrée de jeu remercier d'abord Clément Awono-Ambassa pour son activité intellectuelle, parce que son premier ouvrage m'a beaucoup marqué, Du riz à la route. Mais par contre, là, je suis un peu déçu parce que Clément, voyez-vous, lorsque je suis et je lis intégralement votre ouvrage, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'impairs. Mais ma logique sera toute simple. On va commencer par l'auteur, après on va voir la teneur de votre ouvrage, et enfin on va finir par le lecteur. Commençons par l'auteur. Je voudrais savoir un peu, quelle est la définition de Kitoko? La définition de Kitoko. Le Kitoko, tel que je l'ai mentionné dans le livre La Collation, c'est un petit vin, du whisky en sachet, n'est-ce pas? Bon, je préfère l'arrêter tout de suite parce que ça ressemble un peu à un mensonge. Voilà comment l'auteur définit Kitoko. Boisson alcoolisée, vulgairement appelée condom. Êtes-vous habitué au mensonge? Vous dites à tous les lecteurs qui vont vous lire que le Kitoko, c'est une boisson alcoolisée vulgairement appelée condom. Déjà que Kitoko, c'est un mot vulgaire, donc ce n'est pas nouveau de dire que condom, c'est vulgaire. Et donc, en même temps, lorsque vous le dites ainsi, on a comme l'impression que tout ce livre, c'est un mensonge. Un mensonge, pourquoi? Parce que, et c'est là que je vais m'interroger sur l'auteur véritablement, et je voudrais comprendre comment est-ce que l'auteur est entré en contact avec l'art pour la première fois. Bon, là, j'ai commencé à faire l'art à l'école. En classe de 6e, je me suis intéressé au théâtre. J'ai fait le club théâtre en classe de 6e et j'ai joué beaucoup de pièces de théâtre, en Père aux Abois. Et au niveau de l'écriture, ça s'est passé en classe de première. Ben pour quelqu'un qui a fait du théâtre quand même à l'école, vous ne devriez pas tomber dans une pièce de théâtre comme ça, comme dans un sachet de Kitoko, parce que véritablement, la sensation que j'ai, Clément Awono-Ambassa, c'est qu'en réalité, en écrivant ce livre, vous avez pris des petits morceaux que vous avez collés sans savoir véritablement où vous les preniez. Nous allons revenir dessus tout à l'heure en parlant de la teneur, mais au finish, je me rends compte que votre inspiration n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie tout simplement parce que, vous l'avez dit tout à l'heure quand je vous écoutais, que vous aimez les agapes, que vous aimez la collation, mais vous avez un problème avec ceux qui organisent les festins. Moi, je ne vois pas où serait le problème. Et dans ce livre, le véritable problème, justement, c'est que vous réduisez toute l'Afrique à quelques petites boissons, à quelques petits morceaux de manioc, à quelques petits morceaux de viande. Et ça, véritablement, vous ne nous gratifiez pas un spectacle heureux pour les destins. Je ne pense pas qu'à ce niveau, nous sommes en train de réduire l'Afrique. Nous sommes ici en train de vouloir conscientiser ceux qui veulent réduire l'Afrique. Parce que nous sommes dans un contexte où
beaucoup de gens font des choses et sont conscients que ce n'est pas bon et continuent à le faire. Mais alors, qu'y a-t-il de mal à boire un verre de vin pendant un enterrement? Qu'y a-t-il de mal, par exemple, à manger un morceau de poulet pendant un enterrement? C'est d'autant plus que c'est un besoin pressant même chez certains parfois. Je vais donc vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être nous n'avons pas les mêmes villages, mais malheureusement, moi j'ai assisté à des obsèques où on a oublié le corps. Le corps a été oublié dans la cour, les gens mangeaient, ils buvaient, le prêtre avait fait la messe, il était parti. Et à 18 h, on disait, mais le corps là, il fait encore quoi là? Tout le monde était sous, tout le monde avait bien mangé. Vous vous inspirez donc des faits de société? Vous inspirez des faits de société, c'est-à-dire le fait que les gens aient abandonné un corps pour être plus attirés par des agapes, pour vous, ça représente un livre avait même déjà été écrit. Au moment où j'assiste à cette scène, le livre avait déjà été écrit et même publié. Ça veut dire que ce que j'ai écrit, c'est un manuscrit que j'ai écrit peut-être en 2008. Ce que j'ai dit là a été vécu en 2012. Ça veut dire que ce n'est pas une invention, ce que j'ai écrit. Une œuvre d'art, elle part d'une réalité et on ajoute de l'imagination. Le village Ntom-le-Bel, lui, il existe bien évidemment dans l'arrondissement de ça. Vous irez là-bas, vous trouverez le village. Mais c'est juste de manière touristique qu'on fait intervenir ce nom du village, mais l'intègre elle-même, elle est imaginaire. Bon, elle est certes imaginaire, mais je continue pratiquement dans la même logique. Nous sommes au niveau de l'auteur et je me rends compte qu'il y a véritablement un mensonge autour de votre façon de travailler. Mensonge, et là, ça me permet de rebondir directement au niveau de la teneur pour commencer par les noms des personnages. Oui. Déjà, il y a un nom qui m'a marqué, c'est le nom Aou. Et ce qui est dommage dans ce livre, c'est qu'à la page 78, je crois, acte 7, vous faites justement, vous poussez l'auteur à recuser ce nom. Mes parents m'ont donné le nom Daou, qui veut dire la mort. Hein, et je n'ai été poussé que vers le mal. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais être appelé Edinga. Est-ce que vous trouvez normal qu'un individu qui porte un nom... Edinga qui veut dire l'amour. L'amour, évidemment. Parce que moi, je connais des gens, par exemple, qui s'appellent Ndjogé, c'est-à-dire la souffrance. Toute sa vie, il peut s'être souffrir, mais il peut donner aux autres de la joie, du bonheur. La preuve, on en a dans nos sociétés. Est-ce que c'est l'occasion pour ce livre de remettre en question un nom qu'un parent a donné à un individu, par exemple? Non, dans le génie créateur de ce que nous faisons, il y a la nomastique. On peut choisir d'utiliser un nom qui reflète certaines réalités. Les gens ont des noms des villages, les noms des forêts, parfois les noms même des maladies. Alors, chacun ne peut pas vivre la réalité de l'autre. Mais il peut arriver que ceux qui ont ces noms, mais pourquoi un personnage, justement, amener un personnage à remettre en question ce nom? Ce d'autant plus que ce n'est pas plus important que le deuil. Bon, maintenant, peut-être son nom ressemble un peu à la mort, mais véritablement, quand on va entrer dans le sujet tout à l'heure, on comprendra qu'il n'y est pour rien, véritablement. Et je ne comprends pas pourquoi, à la fin, automatiquement, amener ce personnage à changer de nom. Ce n'est pas qu'on va amener le personnage à changer de nom. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas avec les pensées doubles. On a la pensée propre qui est celle de l'auteur. La pensée de M. Massé Malon, c'est de Massé Malon. La critique qu'il en fait, c'est son analyse à lui. L'écriture que j'ai faite, elle est mienne. Alors voilà pourquoi, à un moment donné, votre critique, elle est celle-là, mais je redis, nous avons des noms chez nous, et ces noms-là ont des réalités dans leur vécu qui ne se ressemblent pas aussi. Si je vous demandais quelle est la signification de votre nom, Massé Malon, peut-être vous pouvez le savoir ou vous ne pouvez pas le savoir. Encore que maintenant, je le sais, mais là n'est pas la question. Maintenant, comment savoir comment vous vivez cela au quotidien? J'insiste toujours au niveau des noms. Je vous propose, Massé Malon, qu'on entre dans le contenu de l'ouvrage. Nous sommes déjà dans le contenu de l'ouvrage. Justement, toujours au niveau des personnages. Vous donnez aux femmes, par exemple, des noms européens et aux hommes, les noms africains. Pourquoi ce choix? Parce que je vois Suzanne, je vois Véronique, mais lorsqu'il s'agit des hommes, je vois Mbida, il y a un problème qui se pose là. Est-ce que nous sommes toujours dans la même société? Lorsque j'écris, tel que ça me vient, je mets sur du papier. Je n'ai pas réfléchi pourquoi est-ce que le nom était en français. Les femmes sont plus portées vers l'Occident, et vous corroborez certainement la thèse des Suissaises, et les hommes plus rétractés et réservés pour l'Afrique. Ce n'est pas une thèse que je défends. Je dis ceci, quand j'écris, l'inspiration qui me vient à l'instant T, si je veux écrire, et que le nom vient Massé Malon, j'écris Massé Malon par leur prénom. Tout simplement. Dans nos villages, vous avez vu à l'intérieur, Suzanne par exemple, on a mis là-bas, c'est Sana. Mais à l'intérieur... Mais c'est toujours Suzanne, mais qui s'est dit en patois, oui, Suzanne. Nous permettons ici que chacun puisse retrouver
peut-être une Non, je crois que originalité. c'est un mensonge et je m'appuie là-dessus parce que le mensonge sera justement le vecteur de cet entretien et je vais plus loin. Mensonge, c'est d'autant plus que la trame de l'histoire, de bout en bout, véritablement, j'ai comme l'impression, vous prenez des bouts d'histoire qui ne finissent jamais. Prenons un cas simple. On va prendre par exemple le vol du rat en forêt. Oui. Le vol du rat en forêt pourrait être l'illustration d'une belle histoire. Le vol, on a constaté quelqu'un a volé, mais ça finit comment? On ne saura jamais comment l'histoire est finie. La question de l'héritage. Quelqu'un se plaint justement qui n'a pas hérité des biens en tant que grand frère. Et vous savez que dans nos sociétés, la part belle est souvent réservée aux grands frères. Vous faites le reproche à ce monsieur de ne pas réclamer ce qui lui revient de droit. Ce d'autant plus qu'en tant que grand frère, il s'est investi davantage que les autres pour préserver cet héritage. Mais vous lui retirez ce droit-là. Et cette histoire ne finit pas parce qu'on ne saura jamais qui a hérité de quoi et comment. Et on continue. Il y a l'accusation de meurtre. Il y a eu un meurtre. Et je pense que c'est à la page 31, acte 2, et j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Quand un crime est commis, il est dit ceci: tu n'as jamais accepté le fait qu'un bida ait été choisi comme héritier. Là d'attendre, tu es passé à l'action. On l'accuse d'avoir tué. Et le meurtre n'est pas élucidé à la fin. Il y a problème. On avance encore plus loin. Vous posez la problématique de la prostitution qui tombe comme ça à bride abattue. Et ça, c'est pratiquement à l'acte 5. Parce qu'il faut dire que votre livre a 7 actes, mais c'est à l'acte 5 que vous posez la problématique de la prostitution avec ses corollaires, la lutte contre le sida et tout ça, page 63. Et j'évolue dans le livre, je lis, je me rends compte que des intrigues pleuvent de cordes, et puis il y a quelque chose qui intervient là, la collation justement. Le livre même a pour titre la collation, et la collation n'intervient qu'à partir de la page 55, acte 5. Alors que le livre, qui est le titre du livre, et on parle de la collation 2 fois. Je préfère citer ces 2 parties avec votre permission, Romaric. La première partie, quand on parle de la collation, je crois que c'est à la page, si je ne me trompe pas, 50, je cherche rapidement, si j'ai pas mal noté, acte 5, collation 73, je regarde rapidement là. Je suis ici pour dire à ce fanfaron Daou qu'on ne se moque pas des gens comme ça. Il nous a laissé affamer pendant 2 jours. Vous voyez, c'est à la fin qu'on le constate. Tout votre livre parle de la collation, mais ce n'est qu'au niveau de l'acte 5 que vous l'évoquez. Il y a la question de l'argent qui revient énormément. Et la question de l'argent est liée, par exemple, à l'argent qu'on doit débloquer pour soigner un malade. De vous à moi, on se regarde dans les yeux. Est-ce qu'il y a une loi qui prescrit qu'en tant que grand frère, vous soyez obligé de donner de l'argent pour sauver un malade? Pourquoi vous accusez automatiquement à vous de n'avoir pas débloqué de l'argent? Ce d'autant plus qu'il n'est pas l'héritier. Il y en a un qui est héritier, qui joue de tous les biens de la famille. Monsieur Massema, si vous permettez que je dise déjà quelque chose, au niveau de la critique sur la collation, je pense que c'est le mot collation que vous retrouvez à la 65e page, mais ce n'est pas la thématique de la collation qui en ressort à ce niveau-là, parce que à partir de la communication, je vais vous aider. À partir de la communication que nous avons en ouverture de votre livre, vous auriez pu justement nous mettre quelque chose dans la bouche, mais je vois là, chérie, voici un épi de maïs. Je pense que il y a quelque chose qu'on fait dans l'œuvre d'art, c'est le suspense. C'est-à-dire que même quand vous regardez un film, on peut attaquer le sujet, comme pour commencer chérie, par voici quelque chose qui va vous amener dans le sujet. On ne se rend pas compte qu'il y aura quelque chose. Vous aurez voulu qu'on commence avec un corps qui est déjà au sol. Parce que je vous précise qu'il vous manque 3 minutes. Oui. Bien, bon, pour aller rapidement, je dirais tout simplement, je me rends compte qu'il y a un mensonge de bout en bout parce que toutes ces histoires ne finissent jamais. Et en tant que bon parleur, nous donne l'impression de les finir, mais elle ne les finit pas. Vous l'attestez quand même. Parce que toutes ces histoires ne finissent pas. Je ne peux pas l'attester pour la simple raison que lorsqu'on écrit une pièce ou une œuvre d'art, nous avons une idée qui est une idée maîtresse auquel on adjoint des accessoires avec des thématiques qui vont ensemble pour agrémenter l'intrigue que nous faisons. Alors, à ce niveau, la critique que vous faites, c'est celle de quelqu'un qui est externe à l'œuvre et elle est bonne, mais celui qui écrit, il a un objectif qu'il recherche et on ne peut pas rester, cramponné sur la collation et ne parler que de la collation. À ce moment-là aussi, l'œuvre encore faut-il faire aboutir justement l'intrigue sur la collation, mais vous ne le faites pas. Vous utilisez plusieurs symboles, le rat, le vin, le tam-tam. Vous allez même plus loin, l'eau, hein, l'eau que vous présentez comme signe de pardon, et vous amenez un individu à demander pardon. Je me pose la question, il demande pardon sur la base de quoi? On va terminer par là. On a demandé à la famille, nous sommes ici le symbole de l'unité pour resserrer les membres d'une famille qui ont été disloqués.
Lorsqu'on parle de pardon ici, ce n'est pas un individu, mais c'est l'ensemble de la communauté qui doit repartir sur de nouvelles bases. Nous savons chez nous, dans la société traditionnelle, que vous le n'avez pardon, pas élucidé le meurtre. Il n'a pas commis de meurtre en passant. Il demande pardon par rapport à quoi? En droit, on parle de présumé. On a dit, il a tué, mais vous ne pouvez pas amener un grand frère à demander pardon à ses petits frères sur des actes qu'il n'a pas commis. Non. Donc c'est un mensonge. Ici, M. Massé Malon, faites très attention dans la critique, dans la mesure où celui qui demande aux gens de demander pardon, c'est à vous lui-même, ce n'est pas à vous à oui, mais demander pardon. Vous l'amenez à faire amende honorable sur des actes qu'il n'a pas posés. Et je retiens, en guise de conclusion, à cet entretien, que véritablement, vous nous avez servi une collation. C'est un plat. Il était peut-être un peu acide, parce que son histoire, dans son ensemble, était un peu tirée par les cheveux. Il y a plusieurs histoires qui ne sont pas finies. On n'a pas la finalité dans tout cela. C'est un plat véritablement acide qui m'amène à me dire que Clément Aona Ambassa n'a pas été très clément. Si j'avais été justement votre papa, j'aurais pu vous appeler plutôt Placide Clément Aona Ambassa. Et pourquoi Placide? Parce que le plat est acide. Tout le monde. Merci beaucoup, Massé Malon. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Romaric. Merci à vous aussi, Clément Aona Ambassa. Merci, Romaric. J'espère que vous avez savouré cet entretien. Non, j'ai apprécié. D'accord, super. Alors, c'est ici qu'on met un thème à cette édition de Vox Books en vous précisant, chers téléspectateurs, que dorénavant, ce sera ça, notre nouvelle formule pour cette émission. Massé Malon, que vous retrouverez également avec nous dans plusieurs autres émissions parce qu'il fait partie dorénavant de nos critiques littéraires et vous en verrez pas mal de critiques littéraires qui passeront également sur ce plateau. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur Awono, d'être passé par ici. À vous également, chers téléspectateurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre édition de Vox Books, mais on se quitte avec un livre actuellement disponible en librairie. À très vite. Henri Landier est un petit garçon sage et très timide. Sa maman décide de l'envoyer au petit séminaire dont il s'évadera après y avoir passé 3 ans. Sur le chemin de son retour, il rencontre une petite fille dont il tombe éperdument amoureux. Sa timidité maladive, décuplée par son séjour au séminaire, l'empêche de l'aborder et durant 4 années, il va vivre un rêve d'amour naïf. Séparé par les événements, il ne la reverra plus. De retour chez lui après son service militaire, grande est sa surprise de constater que la fille va bientôt se marier. Profondément déçu, Henri décide de rentrer dans les ordres et devient prêtre. Envoyé dans une autre paroisse comme vicaire par son évêque, il retrouve son amour d'adolescent sous les traits d'une veuve éplorée. Comment va-t-il concilier cet amour impossible avec son état de prêtre? C'est là tout le drame de ce retour aux flammes. Pour l'éternité de Louis-Marie Chaloux, disponible aux éditions Percé. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.